À la une ce soir, que s'est-il exactement passé au quartier Bonanjo hier matin où un homme a été tué d'une balle par des bandits? La somme de 20 millions de francs CFA a été emportée par ces malfrats. Reste une famille affligée par le deuil, des collègues de la victime meurtris par la douleur. Nous sommes allés enquêter pour comprendre. Marc Chouamo et Henri Chinda seront des nôtres dans ce journal. Et les conséquences de l'affaire du meurtre des enfants au quartier Comondo, le consulat du Mali fermé ce jour, les ressortissants de ce pays vivent désormais reclus à Comondo par peur de représailles. Nous étions une fois encore dans cette bourgade ce mardi. Nous vous ferons le point dans cette édition. Et puis, levée de bouclier de certains partis politiques de l'opposition après la sortie du porte-parole du gouvernement hier au sujet des élections à venir. Après que le ministre ait réitéré qu'il n'y aura pas de report des élections, certains parlent d'une communication inopportune et inappropriée, tandis que d'autres martèlent que le membre du gouvernement était bien dans son rôle. Cependant, Elections Cameroun se déploie à Yaoundé. Et puis, en sport, pour terminer, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a donné les clés du chantier du complexe sportif d'Olembe ce jour à la société McGill. Le nouveau contractant est appelé à un dévouement et un engagement total pour achever les travaux dans les délais et rassurer le continent de ses capacités à organiser les CHAN 2020 et la CAN 2021. Voilà pour le soir. Bienvenue au 19h50. Environ 7 tonnes d'emballages plastique non biodégradables et une soixantaine de cartons de vin rouge non estampillés viennent d'être saisis à Bonabéry-Douala. L'opération Alcomi 3, menée dans la nuit du 2 décembre 2019 autour de 23 heures, a été conduite par le chef des opérations de cette action justement appelée Alcomi. La saisie a donc eu lieu hier soir et les poursuites continuent justement pour rattraper d'autres produits qui ont échappé à la vigilance des douaniers. Junior Ossin et Stéphane Binac. 23h30 à Bonabéry, au lieu du Panjo, un embarcadère. L'équipe de Canal 2 International accompagne l'opération Alcomi 3, zone 1, conduite par le chef des opérations, le capitaine Kamdemoifo Achille, dans une mission de saisie de produits issus de la contrebande et de la contrefaçon. Le sentier bordé d'arbustes que nous parcourons suite à un renseignement au milieu de cette nuit du 2 décembre 2019 nous conduit sur les traces d'un groupe d'individus non identifiés transportant 21 ballots de plastique non biodégradable pour une cachette. 300 kg. C'est 300 kg. Non, ça c'est le sac. Regarde, 300 kg. Le sac ci là. Oui. C'est un sac qui doit poser 300 kg. Mais tu n'es pas sûr que là-bas c'est 300 kg. C'est des sacs qui servaient à... À l'aide de nos lampes torches et de la luminosité de nos téléphones portables, nous parcourons une seconde fois une centaine de mètres vers un domicile appartenant au présumé trafiquant. Là-bas, une cargaison de 21 autres ballots est découverte, ce qui ramène le butin à 42 ballots de plastique non biodégradable, représentant environ 7 tonnes de marchandises frauduleuses. Et c'est une prouesse accomplie, semblable à une autre réalisée il y a quelques jours avant. En effet, l'opération Alcomi 3 zone 1 avait saisi 68 cartons de vin de marque Perlador, non encore estampillés, dans une agence de voyage de la place, ainsi qu'une quinzaine de bidons d'huile d'arachide appartenant à cette femme et ne représentant pas la norme camerounaise en la matière. Inscription enrichie à la vitamine A et emballage transparent, et non comme sur cette image. L'affaire Comondo, je vous le disais en titre, joue les prolongations. Le consulat du Mali est fermé depuis cet après-midi, avons-nous constaté sur place. Et au quartier Comondo, des ressortissants maliens ont pour certains déserté leur domicile pendant que d'autres vivent simplement reclus. Une attitude qui génère des dégâts collatéraux sur le comportement alimentaire des populations de ce quartier cosmopolite de la métropole économique du Cameroun. Charles Robert Itok et Guy Fotsou. Barrière fermée, nous sommes au consulat du Mali. Depuis le drame survenu au quartier Comondo, ce lieu est déclaré fermé jusqu'à nouvel avis, nous apprend le vigile. À la quête de la communauté malienne, nous nous rendons au quartier Comondo. 1, 2, 3 boutiques
closes, fermées avec des cadenas ou des chaînes. Nous sommes au Carrefour Commando. Les Maliens propriétaires des boutiques ont pris la poudre d'escampette par peur des représailles des voisins choqués par le meurtre de la petite Olivia. Parce qu'ils ont vu l'acte que le frère a commis, ça a fait en sorte que certaines boutiques des magasins maliens ont fermé en Commando. Nous n'avions pas chassé ce Malien, c'est le geste que les frères ont commis ici au Carrefour Commando qui les a fait fuir. Dans ce quartier à cheval, entre les arrondissements de Douala 1er et Douala 2e, la colère des riverains est encore vivace. Comme ils ont décidé qu'ils n'ouvrent plus encore les postes de dépôt ouverts là, qui restent comme ça, qui ne continuent plus à ouvrir, qui restent comme ça là, ils n'ouvrent plus jamais. Le départ impromptu des ressortissants maliens dans ce quartier n'occulte en rien l'hospitalité de ses habitants encore sous le choc du geste effroyable. On est bien prêt à les accueillir, mais il faudrait qu'ils ne font plus le même geste. Il ne faudrait plus qu'ils puissent encore, toujours, puisque tous les enfants de Commando sont mécontents du geste qu'ils ont commis ici au quartier. Pour l'heure, les effets collatéraux de ce départ précipité de la communauté malienne dans ce quartier cosmopolite se font déjà ressentir. Dans notre page consacrée aux législatives et municipales ce soir, la sortie conjointe des ministres de la Communication et de l'administration territoriale hier à Yaoundé au sujet du double scrutin du 9 février 2020 suscite beaucoup de débats au sein de la classe politique nationale entre indignation et indifférence. Certains jugent la communication du gouvernement inopportune en ce moment et d'autres estiment que cette sortie est maladroite. Les derniers saluent la sortie des ministres. Patrick Christian Dobo est allé à la rencontre de quelques figures politiques qui s'expriment sur cette sortie. Le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain fait déjà l'objet d'une controverse alimentée par la récente sortie de 2 membres du gouvernement après le boycott et la menace de boycott annoncée par certaines formations politiques. La sortie du ministre de l'administration territoriale et du ministre de la communication était une sortie inconséquente, inopportune, maladroite et très malvenue. Les membres du gouvernement ne sauraient se substituer à Elekam. Je pense qu'ils auraient mieux fait de se taire. Bon, ils ont estimé qu'ils allaient pas faire le passage en force. Nous sommes habitués à cela. Une posture totalement contraire à celle des militants du parti au pouvoir, pour qui le rôle du gouvernement reste essentiel dans le processus, malgré la mission reconnue de l'ECAM. Le gouvernement de la République est un acteur, comme les partis politiques, comme l'ECAM, comme le Conseil constitutionnel, dans l'organisation efficace d'une élection dans un pays. La démarche suscite pour des acteurs de la société civile des appréhensions autour de l'impartialité et l'effectivité du scrutin annoncé sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement entend, n'est-ce pas, avoir la même mise sur les prochaines élections au Cameroun. Comment, n'est-ce pas, les 800 000 personnes inscrites dans le fichier électoral qui sont issues du nord-ouest et du sud-ouest vont participer, n'est-ce pas, à ces élections-là. Bien loin des figures de la scène politique nationale manifestent leur indifférence au sujet de cette communication. Je suis le premier secrétaire, dont la première personnalité du PURS. Je peux encore apporter un commentaire ou une appréciation du discours du chef de l'État, mais pas celui du MINCOM ou du MINAT. Quoi qu'il en soit, le chemin vers le double scrutin du 9 février prochain dévoile progressivement son champ de divergence. Au demeurant, Serge Espoir Matomba que vous venez d'écouter dit être prêt pour le scrutin du 9 février 2020. Nous l'avons interrogé cet après-midi. Il revient sur les raisons qui l'opposent justement à aller à ces élections législatives et municipales. Je vous suggère de l'écouter. La situation sociopolitique et même socio-économique du Cameroun nous oblige, n'est-ce pas, à participer au double scrutin du 9 février. Et il ne faudrait surtout pas ignorer que les partis politiques concourent, n'est-ce pas, au suffrage. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à apporter non seulement notre contribution en tant que participants, chacun se dit fort dans son camp, chacun estime qu'il ne peut pas s'asseoir avec l'autre pour qu'ensemble nous puissions réfléchir au devenir de la nation. Toutefois,
nous nous sommes dit, au sein de notre formation politique, les échéances sont là, nous avons notre mot à dire, nous avons notre influence à apporter pour le développement de notre pays. Les électeurs, les sympathisants et les militants de notre parti politique attendent beaucoup de nous. La nation attend beaucoup de nous et nous devons participer pour donner un nouveau visage à ce pays. Et il faut le dire, tous ceux pour nous qui refusent de participer à une élection ou à cette élection municipale et législative réussissent, n'est-ce pas, à attribuer tout simplement leur voix au parti au pouvoir pour qu'il continue ce qu'il a toujours fait. Elections Cameroun est déjà au travail à Yaoundé, des travaux relatifs justement à l'organisation de ce double scrutin du 9 février 2020. C'est avec vous Alain Silankanga, bonsoir. Bonsoir Michael Tipkio, bonsoir à tous. Effectivement, sérénité et travail sont les maîtres mots à Elections Cameroun, à cette phase du processus électoral. Personnel, membres du conseil électoral et acteurs politiques en course s'attellent pour que les élections du 9 février soient une réussite totale. Ambiance au siège de l'ECAM ce mardi à Yaoundé, dans ce reportage d'Ardon Guefak et Constant Kamga. Ici, la tour de toutes les attentions, calme apparent de l'extérieur. Elle respire l'air d'un après-midi peu ensoleillé ce mardi au cœur de Yaoundé. À l'intérieur, les couloirs sont quasi déserts. Hommes de médias aux aguets. L'attraction du jour, c'est la porte 309, 3e étage. Dispositif d'accueil des responsables des partis politiques engagés pour le double scrutin du 9 février 2020. Pour précision et confirmation des couleurs des bulletins de vote et sigles choisis. Là, 14 partis se sont déjà succédés, parmi lesquels le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau de Paul-Éric Kingé. Nous avons été bien accueillis et on estime que les choses vont continuer bien dans ce sens. Parce qu'en politique, il y a le fair play, il y a l'élégance, mais surtout la morale. 5e étage, cadre réservé aux membres du conseil électoral. Silence, ici on travaille et c'est à huis clos. Image exclusive, les membres envahis par des piles de dossiers à examiner. Des équipes sont constituées et le travail reparti. Lunettes ajustées pour passer tout au scanner. La papeterie ne tarit pas. La livraison est automatique. Le rythme de travail est fort et ça dure depuis quelque temps. Il y en a déjà mis KO et le sommeil conséquent est en cours. Et vous le savez, la carte d'électeur est un document essentiel au vote à 10 semaines du double scrutin municipal et législatif de février 2020. C'est en compte-gouttes que les électeurs procèdent au retrait de leur carte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se bouscule pas du tout dans les locaux de l'ECAM. Le constat est de Janice Kamga et Samuel Bonis. Disposés par ordre alphabétique, par centre de vote et par année d'inscription, c'est des milliers de cartes d'électeurs qui attendent leurs propriétaires ici, à l'antenne communale et l'ECAM de Yaoundé 1er. Malgré une communication forte, les retraits intuitifs personnels restent timides. Depuis le début de l'année, je dois dire que nous avons distribué moins de 1000 cartes. Nous avons un stock de plus de 7000 cartes et que les électeurs ne viennent pas retirer. Nous faisons les messages, nous faisons même le porte-à-porte, nous appelons, mais l'effet escompté ne suit pas. En son chapitre 4, articles 84 et 85, le Code électoral soumet le retrait de la carte à un récépissé d'inscription sur des listes physiques ou numériques, c'est l'idéal, ou la présentation de la carte nationale d'identité. En cas de non-retrait, des dispositions légales traitent de leur sort avant et après clôture du scrutin. S'ils ne viennent pas retirer les cartes ici, le jour du vote, ils trouveront leurs cartes dans leurs différents bureaux de vote. Jusqu'au jour du vote, on peut retirer sa carte et voter avec. Du côté des partis politiques, ce n'est pas la grande effervescence non plus. Le maître mot pour le moment, sensibilisation. Autant nous avons sensibilisé nos militants et sympathisants à aller s'inscrire avant la clôture au mois d'août des inscriptions sur les listes électorales, autant nous poursuivons cette sensibilisation pour qu'ils retirent ces cartes d'électeurs. On va les organiser et on va louer là où c'est possible des véhicules pour qu'ils aillent en groupe retirer leurs cartes.
Au demeurant, le retrait des cartes d'électeurs est une nécessité, l'enjeu étant celui de la légitimité des élus qui tiendra au taux de participation au scrutin du 9 février 2020. Parlons à présent des crises socio-politiques que traversent l'Algérie et le Cameroun. Eh bien, elles préoccupent les représentants des peuples d'Afrique. Ceux-ci y voient une main invisible des Occidentaux qu'ils accusent de manipulation aux intérêts cachés. Le président du Parlement panafricain a rendu public cette position lors d'un séjour à Alger en Algérie après un échange avec les autorités locales. Je vous propose d'écouter Roger Nkodedan. Ces résolutions, qui ne sont que des injonctions aux États souverains, ne rentrent pas dans le cadre du mémorandum signé en 2004 entre le Parlement panafricain et le Parlement européen, dont les relations sont des relations de continent à continent, et n'a reçu aucune compétence universelle pour juger les pays africains. L'Algérie et le Cameroun, deux pays d'Afrique, connaissent des crises internes qui appellent à un règlement pacifique suivant les règles internes à ces pays. Toute ingérence extérieure, surtout quand elle est de nature à aggraver ces conflits, n'est pas la bienvenue. Dans le cadre de la recherche de la paix, le Parlement panafricain condamne des résolutions prises par le Parlement européen contre l'Algérie et le Cameroun et soutient fermement des processus électoraux en cours en Algérie pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et au Cameroun pour le double scrutin des législatives et municipales du 9 février 2020. Roger Nkodedan, président du Parlement panafricain, qui était donc face aux médias algériens. Et pendant ce temps, la session parlementaire du mois de novembre, essentiellement consacrée à l'exercice et à la validation du budget 2020, se poursuit avec le passage des ministres devant les députés sur l'enveloppe globale proposée. Quelle est la part qui revient aux régions sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Élément de réponse avec Brand Kamga et Serge Alazebou. En dehors du budget de fonctionnement habituel accordé à chaque région du Cameroun, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Extrême Nord bénéficieront d'un compte d'affectation spéciale de 120 milliards de francs CFA en 2020, montant alloué aux reconstructions. Au plan sécuritaire, l'action des pouvoirs publics visera notamment le renforcement des capacités opérationnelles et des moyens d'intervention des unités de police et de gendarmerie afin d'optimiser leur rendement. La poursuite de la modernisation des infrastructures de la police et de la gendarmerie nationale, incluant l'acquisition de plusieurs matériels roulants et équipements spécialisés. L'affectation d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA est envisagée pour l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. En présentant le programme économique et social du Cameroun vendredi dernier, le Premier ministre chef du gouvernement a mis l'accent sur les défis institutionnels et structurels pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La priorité sera accordée à l'accélération du processus de décentralisation et la mise en œuvre du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entériné par le chef de l'État à l'issue du grand dialogue national. L'enveloppe globale dédiée au processus de décentralisation sur le plan national sera maintenue, sauf avis contraire des députés, à 37,37 milliards de francs CFA, avec une augmentation de 4,7 milliards pour les collectivités territoriales décentralisées. Le projet de loi des finances 2020 accorde la part belle aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bien que les besoins soient au-delà des prévisions. À présent, de la direction de l'axe Ebolova comme de Kribi dans la région du Sud. Si vous êtes usager de cet axe, l'espoir d'une route bitumée est désormais permis. Le contrat commercial pour l'exécution des travaux a été signé cet après-midi à Yaoundé. Il en est de même pour le contrat de réhabilitation de la pénétrante est de la ville de Douala. On en fait le point avec Brand Kamga et Luc Vandor. Route Ebolova à Comme de Kribi, bientôt la fin du calvaire. Signe annonciateur d'un début imminent des travaux de construction de cet axe de 180 km, la signature ce 3 décembre à Yaoundé du contrat commercial entre le ministère des Travaux publics et l'entreprise
ICM Spa. Nous sommes là sur une route qui va capter une partie du trafic généré par l'exploitation du port en eau profonde de Kribi. Nous sommes là sur une route qui traverse une zone agroécologique de grande production vivrière. Contrat commercial, les travaux de l'Ars et Bolva à Comme de Kribi, dont le budget prévisionnel est de 128 milliards de francs CFA, seront entièrement financés par l'entreprise italienne, dont les conditions d'exploitation seront définies. Pour la convention, j'espère qu'on pourra avoir la signature d'ici maximum 2 mois. Et ensuite, disons, avoir l'ordre de service de démarrer dans 3 à 4 mois maximum. Début du chantier 2020, 36 mois pour livrer les travaux, y compris les aménagements connexes. Deuxième contrat commercial signé ce mardi entre l'ingénieur de l'État et l'entreprise Magil Construction, la réhabilitation de la face 2 de la pénétrante est de Douala pour 146 milliards à fournir par le maître d'œuvre. Nous en sommes parfaitement conscients. Un chantier qui répond à une urgence sociale et à une urgence aussi urbaine. Et bien entendu, nous allons répondre au prochain calendrier des futures compétitions à venir au Cameroun. Les travaux se dérouleront en 2 tranches, dont la réhabilitation de la pénétrante est de Douala, avec aménagement des voies alternatives, puis la construction du second pont sur la Dibamba et les travaux connexes. La convention de financement est en cours de négociation. Et la suite du 19h50, c'est avec cet autre braquage meurtrier à Douala. Et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et on parle de ce braquage meurtrier avant la fin de cette édition bien sûr, mais en attendant on revient sur la zone de libre-échange continentale africaine et la sous-région Afrique centrale qui est la dernière en Afrique avec 3% d'échanges intra-régional pour booster les pays de la CEAC. Et ce de la SEMAC, un atelier de 3 jours a démarré ce matin à Douala avec des experts des domaines d'investissement prioritaires qui vont être dégagés justement pour impulser le libre-échange entre les zones en Afrique centrale. Monique Naossi-Fosso et Marius Rousseau. 5 secteurs prioritaires identifiés pour impulser la zone de libre-échange en Afrique centrale. Les transports, les finances, la communication, les services rendus aux entreprises et le tourisme. Y investir nécessite des préalables. Il va falloir mettre en place des réformes importantes en termes de politique d'industrialisation, en termes de politique d'appui au secteur privé, en termes d'amélioration de l'environnement des affaires, en termes de développement des capacités humaines des administrations publiques à mettre en œuvre un accord de libre-échange. 3% de taux d'échange intra-régional en Afrique centrale, la plus faible performance des sous-régions en Afrique. Il faut que les services soit parmi les priorités dans le plan de développement de nos pays. Parce que si nous n'avons pas les services qui sont modernes, nous ne pourrons pas produire avec le niveau de qualité que les autres régions de l'Afrique ont. Nous avons dit que l'Afrique centrale, malheureusement, est parmi les sous-régions qui a un taux de commerce intra-régional qui est le plus faible, à 3% ou 3,2%. Donc il faut améliorer cette ranking de la sous-région. Les pays de la CEAC et CEMAC élaborent des stratégies à Douala pour des échanges de proximité qui vont asseoir une économie locale et mieux résister au choc des marchés mondiaux. En culture, à présent, l'élection Miss Cameroun est bel et bien entamée. Les candidates à la compétition nationale de la plus belle femme du Cameroun font déjà face à la réalité et se préparent à officialiser leur candidature pour cette élection lors d'une conférence de presse qui a été organisée ce jour à Douala. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer. Racha Baseg Yetna et Narcisse Ndombeng Gebnan pour les détails. La beauté au service de l'excellence, du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Tel est le thème de la 14e couronne de Miss Cameroun 2020. C'est donc maintenant que tout se passe, les sorties, les présentations officielles aux médias et au public, mais surtout les signatures des contrats, histoire de tout officialiser. Et les Miss se projettent déjà. Je compte aussi, si je suis élue Miss Cameroun,
mettre en avant le projet de valorisation culturelle du Cameroun, parce qu'il faut le dire, le Cameroun renferme d'énormes richesses, de potentialités énormes, mais qui sont très peu mises en valeur, tout simplement parce que le Camerounais lui-même ne sait pas apprécier à sa juste valeur ce qu'il a. Je vais apporter mon humble contribution dans l'incubation d'un start-up au Cameroun, d'où ce start-up qui va répondre non seulement au respect de l'environnement, mais aussi à la nouvelle technologie. Le message qu'il faut passer, par exemple, à la jeune femme, c'est de s'accepter telle qu'elle, peut-être ses cheveux, sa peau, son naturel, sa mélanine. Alors, Miss Cameroun, c'est un peu ça. L'équipe de Canal 2 International a farfouillé le code de conduite de cette élection de Miss Cameroun 2020 et beaucoup de surprises y ont été découvertes. Par exemple, les prix accordés à la Miss et à ses 5 dauphines. Énumérés comme suit, la Miss gagnera 5 millions de francs CFA, plus une voiture et un salaire mensuel de 150 000 francs durant son règne. La première dauphine, quant à elle, aura un chèque de 3 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA pour la deuxième, 1 500 000 francs CFA pour la troisième, 1 million de francs CFA pour la quatrième dauphine et 500 000 francs pour la cinquième dauphine. Une première pour cette compétition Miss Cameroun. Mais au-delà, le coup de main est toujours en attente. Nous demandons aux sponsors de nous accompagner et d'offrir un peu plus de prix aux Miss. Ce n'est pas au Comica, mais aux Miss. 14 ans déjà pour Miss Cameroun et les espoirs des prétendantes au titre sont toujours les mêmes. Le rêve de princesse de petite fille, une vie qui change, mais pour ça, il faut être la meilleure de cette année 2020. L'histoire nous le dira. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donné les clés du chantier du complexe sportif d'Olembe ce jour à Yaoundé à la société McGill Construction. Le nouveau contractant est appelé à un dévouement et un engagement total pour achever les travaux dans les délais et rassurer le continent de ses capacités à organiser justement le championnat d'Afrique des Nations de 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alain Chilankanga et Michel Foucault. McGill Construction prend officiellement les commandes des travaux du complexe sportif d'Olembe. L'entreprise canadienne a reçu les pleins pouvoirs du ministère des Sports et de l'Éducation physique ce 3 décembre dans leur nouveau cadre de travail. Elle entend démarrer les travaux mercredi avec l'aide de tous les partenaires, y compris les sous-traitants, victimes des dommages collatéraux sur le chantier. Objectif immédiat, préparer la prochaine mission de la CAF au Cameroun. On va nettoyer le chantier, démarrer tout de suite les routes et les terrassements pour pouvoir préparer la route définitive des accès au chantier. Nous allons travailler immédiatement sur l'aire de jeu. L'aire de jeu, comme son Excellence l'a expliqué, sur tous les stades, c'est le seul stade où on n'a pas encore l'aire de jeu opérationnelle. Donc on va mobiliser l'aire de jeu pour qu'on puisse faire un engagement dans les semaines à venir. Le patron des sports compte sur le sens de l'engagement et du dévouement du nouveau contractant pour achever les travaux dans les délais. Tant le CHAN que la CAN sont des activités de souveraineté de l'État camerounais et qui concernent le continent africain tout entier. Massés à l'entrée du chantier, des ouvriers qui souhaitent à nouveau reprendre leur travail. Narcisse Molekombi y marque un arrêt pour les rassurer. Vous allez faire les procédures, vous allez engager les procédures normales en direction des repreneurs du chantier en fonction des besoins qui seront exprimés en matière de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, McGill Construction en aura fortement besoin si elle veut mettre le stade en service dans les délais. Le Ballon d'Or a été attribué à l'Argentin Lionel Messi, Ballon d'Or 2019 bien sûr. Le Barcelonais décroche ainsi son 6e sacre, mais un problème, une polémique est née justement sur le classement de l'Africain. Le Sénégalais Sadio Mané arrivé en 4e position seulement. Le joueur de Liverpool a donc été classé en cette 4e position qui ne fait pas l'unanimité au sein des acteurs du sport. Comment les acteurs du foot camerounais justement apprécient l'attribution du Ballon d'Or? Élément de réponse dans cet élément de Raksha Basseg-Yedna et Michel Foucault. Lionel Messi s'adjuge pour la 6e fois Ballon d'Or européen 2019. Le premier Africain, Sadio Mané, termine au 4e rang. L'Afrique, qui voyait le Sénégalais remporter le sacre, crie à l'injustice.
Et pour Émile Zola, journaliste de sport, c'est le cœur qui parle. Sadio Mané, je vois les Africains parler avec beaucoup de cœur, mais même en Afrique, Messi est passé devant Sadio Mané. L'écart est de 17 points, ça dit que Messi a récolté 187 points contre 170 pour Sadio Mané sur le continent. Donc les Africains globalement n'ont pas toujours voté Sadio Mané en premier lieu. Lui, il a fait partie de ceux qui ont participé au vote du Ballon d'Or. Sadio Mané était le 3e choix de Gustave Samnick, dans son top 5 de la liste des 30 proposés par France Football. Il s'agit de désigner le joueur qui a été le plus performant sur le plan individuel, sur le plan collectif, qui a du talent, c'est vrai. Et le critère qu'on nous dit souvent aussi, c'est le fair play. Et donc, moi, j'ai voté pour Van Dijk parce que je pense qu'il y a, s'il y a une injustice, c'est une injustice contre les défenseurs et les gardiens de but. Si le mérite de Lionel Messi est difficilement contestable, l'injustice se trouve au niveau du classement du Sénégalais. C'est que Sadio Mané ne sont même pas sur le podium du Ballon d'Or. Si on peut convenir, si on est d'accord que Lionel Messi mérite son 6e Ballon d'Or, on ne saurait être d'accord que Sadio Mané ne soit pas 2e. À défaut d'être premier, ce qui n'aurait d'ailleurs pas été un scandale, un gros scandale, il aurait tout de moins été 2e et 3e, on aurait même trouvé à redire. L'Afrique devra encore attendre avant de voir un de ses fils remporter ce trophée. Le seul Africain à l'avoir eu jusqu'alors reste George Weah en 1995. Surpris donc par ce 6e sacre de Lionel Messi, mais les Africains appellent les Africains justement à mieux s'organiser pour s'imposer dans ces milieux prestigieux du football. C'est l'analyse que fait ce spécialiste des questions de sport. Armel Minka répond aux questions de Carole Yemelan. Surpris, oui, un peu, parce que bon, comme tous les Africains, la fibre nationaliste du moins nous faisait penser que Sadio Mané était le favori cette année vu son parcours en championnat et puis en Coupe d'Afrique des Nations. Donc on avait de bonnes raisons d'être optimiste et de penser qu'il était le favori absolu. Mais aussi, je pense que il faudrait qu'on soit un peu plus réaliste, quoi, parce que le Ballon d'Or aujourd'hui dans le monde, c'est la distinction, ou du moins l'une des distinctions individuelles les plus prestigieuses, quoi. Donc, quand on parle de prestige, ça touche le rayonnement des clubs, des nations et des personnes qui les incarnent, quoi. Donc, ça dépasse de loin en termes d'enjeu le niveau du simple talent du footballeur et de sa personne, quoi. Donc du coup, beaucoup de moyens de stratégie sont mis en œuvre pour que la balance puisse basculer dans un autre sens chaque fois que la possibilité peut se présenter. Donc, étant donné le fait qu'en Afrique, on ne voit pas une espèce de déploiement assez effectif du côté politique ou du côté stratégique des dirigeants pour accompagner et de faire en sorte que les footballeurs ne soient plus que des simples athlètes, pour qu'ils aient un accompagnement politique, parfois même diplomatique, conséquent. Dans ce genre de course, je pense qu'il faut se remettre à l'évidence que Lionel Messi, cette fois-ci encore, il était favori par rapport aux autres, quoi. Donc je pense que c'est une interpellation. C'est une interpellation pour nous, Africains. Aussi optimiste qu'on aurait pu être, c'est une interpellation pour nous, pour qu'on intègre définitivement que à ce niveau d'enjeu, à ce niveau de prestige, il faudrait qu'on puisse accompagner nos joueurs, qu'on puisse accompagner d'une certaine manière nos athlètes pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de chances que leur simple talent. Je vous le disais en titre, 24 heures après l'assassinat de David Keigne Defo, comptable à la société Santa Lucia de Douala, on ne sait toujours rien justement sur l'identité des malfrats, mais la descente de notre équipe de reportage ce jour a permis de lever quelques ondes d'ombre autour de cette affaire où la somme de 20 millions de francs CFA s'est envolée en moins de 5 minutes. À Bonanjo, quartier pourtant réputé sécurisé, interdit d'accès aux conducteurs de mototaxi. Des commentaires se poursuivent autour de cette affaire. C'est une famille en deuil, des collègues meurtris par la douleur et des forces de sécurité en plein déploiement que Marc Chormeau et Henri Tinda ont rencontrés ce mardi. Plus de 24 heures après l'annonce de l'assassinat par balle de David Keigne Defo, l'émotion est toujours aussi vive au domicile du défunt.
L'épouse du comptable du supermarché Santa Lucia est inconsolable. Son mari, arraché brutalement à la vie à l'âge de 47 ans, laisse derrière lui 3 enfants et des proches meurtris. Je ne pouvais pas imaginer parce que ça faisait juste 30 minutes que j'avais reçu un message d'exhortation venant de lui. Je me suis donc dirigé vers là. Quand j'ai constaté, vraiment je n'en revenais pas. Notre descente dans ce quartier nommé Village Borne 10, précisément à Petit-Robert, est loin d'être infructueuse, malgré la difficulté. On apprend que la victime du braquage de Bonanjo n'était pas sa première mésaventure. Déjà, c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois parce que au début de l'année, il a toujours été agressé au niveau de Koti. Il était toujours pour le compte du travail. Donc, les enquêtes étaient en cours, donc on attendait qu'on puisse nous dire quoi par rapport à ce premier coup. Direction à présent Bonanjo, quartier administratif de Douala, terrain de jeu des braqueurs à la camerounaise. Nous nous situons exactement où s'est déroulé hier, lundi, aux alentours de 10h, un braquage spectaculaire qui a conduit au décès d'un des employés de la société Santa Lucia qui avait en sa possession une forte somme d'argent. Ils étaient à bord d'une moto, ils ont été attaqués par 2 autres hommes en moto. Comment ces derniers ont pu pénétrer dans ce quartier résidentiel de Bonanjo, quartier réputé sécurisé? Comment ont-ils pu quitter sans se faire inquiéter? Ont-ils été identifiés? Quelles sont les nombreuses interrogations auxquelles nous apportons des réponses dans ce reportage? De ce que l'on sait depuis le jour du drame, les 2 agents de Santa Lucia et leurs agresseurs étaient tous à bord de motos. Un moyen de transport pourtant sous le coup d'une interdiction dans ce quartier de Douala à forte concentration de forces de l'ordre et de sécurité, gendarmes et militaires. Les agresseurs ont-ils été inquiétés à bord de leur moto à l'entrée ou à cette sortie principale de Bonanjo? À bord d'une moto, nous essayons d'avoir le cœur net. Rien. Ce qui explique que les assassins de David Keigne Défaut aient pu s'en tirer en moins de 5 minutes chrono. C'est dans cette banque que la victime et son collègue ont effectué leur opération matinale. La rue est fournie en caméras de surveillance, en plus de celle de la délégation générale à la sûreté nationale, bien placée en face de la rue où s'est déroulée l'agression à main armée. Et moi j'ai eu une soudaine envie de me soulager, faire pipi. Alors je descendais donc vers ancien DHL pour aller essayer de trouver un endroit là-bas. Au niveau du carrefour, c'est là où j'ai entendu une première détonation. Je me retourne, je vois les gens courir. Je me retourne, je regarde du côté de l'écho de Bonanjo. Je vois 2 individus qui sont en train de tirer un sac. Si on se fie à ce témoignage, aux positions des caméras de surveillance et aux sources qui indiquent que les 2 agresseurs étaient de jeunes hommes à visage découvert, bien habillés, sur une moto neuve, les enquêteurs n'auront pas grand mal à les identifier. Justement, à la brigade de recherche en charge de l'affaire, l'on apprend que l'autre employé, blessé également par balle et interné à la garnison militaire, est non seulement hors de danger, mais en exploitation. Pendant ce temps, au lieu de service des victimes, situé au quartier Sikam, l'on n'a que ce braquage à la bouche. Des employés de la boîte murmurent et s'interrogent sur leur propre sécurité au travail. Pourquoi ne pas avoir eu recours au service d'une agence de transport d'argent sécurisée? Qui a renseigné les braqueurs sur l'opération en cours? Y a-t-il eu des fuites au sein de l'entreprise ou simple fait du hasard? Pour l'instant, l'entreprise se refuse à tout commentaire. Et ce public reportage pour refermer ce journal, le Paris Mutuel Urbain Camerounais renouvelle son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida à travers de nombreuses actions menées sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à regarder cet élément. Le Paris Mutuel Urbain Camerounais a cette année encore tenu son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Agenda bien fourni,
C'est ainsi qu'une panoplie d'actions concrètes visant à mettre un stop à la pandémie s'est enchaînée. Première étape, recyclage des pères éducateurs, dont le devoir est d'encadrer, éduquer et surtout sensibiliser sur les dangers de la maladie. Rappel des statistiques, fixation des objectifs et harmonisation des discours étaient à l'ordre du jour. Il fallait initier la vaccination BCG chez le nourrisson dès la naissance. C'est l'objectif de l'OMS pour pouvoir éradiquer à l'horizon 2030 la tuberculose. Deuxième étape, la marche sportive. Sous l'impulsion de la présidente du conseil d'administration et de la direction générale, l'activité a connu une forte mobilisation du personnel qui en a profité pour distribuer des armes de bataille, prospectus d'information, pins et surtout des préservatifs. La troisième étape, quant à elle, axée sur une vaste campagne de dépistage gratuit, volontaire et anonyme pour le grand bien du personnel, des commissionnaires, mais aussi du grand public venu nombreux parce que connaître son statut sérologique est d'une importance capitale. Dernière étape et pas des moindres, remise de dons dans les hôpitaux. Opération menée avec succès et dont l'objectif était de réconforter les malades, installer sur leur visage un sourire et leur faire oublier leur peine le temps d'un après-midi. Les aveugles sont voyés, les muettes sont parlés, les sourds sont compendus, les boiteuses et les paralysés sont marchés. Toi-même, Guélé m'a dit qu'on appelait que les hangs et les famines, parce que tu as dialysé 5 pains et 2 poissons, les gens sont mangés, même les gens de la Cameroun sont eu pour eux. Toi-même, tu as dit l'eau, pas le vin, les gens sont bravés. C'est le jour-là qu'on discouvre les sous-là. Au sorti de cette semaine bien chargée, on peut dire que le pari de la santé est lui aussi un pari réussi par le PMUC. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une agréable soirée sur notre antenne. À demain, 19h50. Bonsoir.